Je la veux, cette terre. Succession. Conflit, rivalité et transmission du pouvoir. We would like to know how the succession will be handled. Rhaenyra is my heir. Upon my death, my throne and my titles will pass to her. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire, présentée par André Loez. Le roi Charles IX est mort. Vive le roi Henri III! Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, et toujours dans notre série estivale sur les successions. À la différence de certains épisodes précédents, on va moins parler de guerre de succession que de la complexité de l'idée même de succession, dans une formation politique prémoderne extraordinairement complexe qu'a été le Saint-Empire romain germanique, qui a duré du milieu du Moyen-Âge à 1806. On pourrait paraphraser une expression qu'on utilise souvent pour parler du Liban: si vous comprenez quelque chose au Saint-Empire, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et heureusement, on est en bonne main, puisque j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Chic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, vous travaillez en particulier sur le XVIIIe siècle, vous avez publié Des liaisons avantageuses, ministres, liens de dépendance et diplomatie dans le Saint-Empire romain germanique. Vous travaillez en ce moment sur des enjeux successoraux. Peut-être pour commencer, aux modernistes que vous êtes, je vais poser une question médiévale, parce qu'il faut sans doute partir de 1356, d'un moment où cette formation qui a évolué, qui a eu une longue histoire au cœur de l'Europe, s'est donné des règles un peu plus nettes, qu'on appelle la bulle d'or, pour dire comment on devient empereur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors effectivement, la bulle d'or de 1356 est un texte absolument fondamental à valeur constitutionnelle qui va poser un règlement qui sera encore valide jusqu'à la fin de l'Empire en 1806. Cette bulle d'or fixe le principe de l'élection impériale. Voilà, ça c'est le truc le plus important, c'est pas un système héréditaire, tout Absolument. aurait été plus simple, peut-être plus conflictuel, mais plus simple c'est héréditaire, mais là on doit élire l'empereur. Voilà, l'empereur est élu. Et la bulle d'or fixe la procédure de cette élection. Elle fixe le groupe de ceux qui élisent. 7 princes sont cités, on les appelle désormais les princes électeurs. 3 princes ecclésiastiques, les archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne. 4 princes laïcs, le roi de Bohême, le margrave de Brandebourg, le duc de Saxe et le comte palatin. La bulle d'or explique qu'à la mort d'un empereur, l'archichancelier d'Empire, qui est l'archevêque de Mayence, convoque tout ce beau monde dans la ville de Francfort et élit l'empereur à venir. Cette élection est libre. Les princes peuvent choisir n'importe quel prince de la chrétienté et doivent donc l'élire pour devenir ce qu'on appelle roi des Romains. Cette élection ensuite, pour que le candidat élu devienne empereur, devra être validée, si on peut dire, par un couronnement, un sacre, par lequel il deviendra véritablement et pleinement empereur. Alors les personnes qui nous écoutent, qui ont l'oreille attentive, vont peut-être repérer une légère discordance entre une élection qui aurait lieu à Francfort et un titre de roi des Romains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors ce titre de roi des Romains, c'est absolument essentiel. Il est à la base de la construction idéologique du Saint-Empire. L'empereur du Saint-Empire, depuis Othon Ier en 962, construit ce qui est en fait un mythe politique, un récit politique, qui est celui d'une continuation de ce qu'on appelle une translatio imperii, d'une translation impériale, depuis les Césars Augustes jusqu'à eux-mêmes, en passant évidemment par les Francs et par Charlemagne. Et donc le titre même de roi des Romains rappelle que la dignité impériale s'ancre pleinement dans Rome. En tout cas dans la romanité, parce que géographiquement, dans Rome, depuis le Moyen-Âge et les guerres avec le pape, c'est peut-être plus compliqué de s'y rendre. Oui, absolument. Mais la bulle d'or prévoit 3 étapes en fait pour devenir pleinement empereur. L'élection à Francfort, dont nous venons de parler. Un premier sacre comme roi des Romains qui doit avoir lieu selon la bulle d'or à Aix-la-Chapelle, rappel de Charlemagne, et une deuxième élection en tant qu'empereur pleinement et entier par le pape à Rome. Ce sont ces 3 étapes-là qui sont prévues au moins théoriquement par la bulle d'or. C'est cette théorie qui ensuite assez vite, et notamment pendant l'époque moderne, ne sera plus pratiquée.
Au passage, une bulle, on associe ça souvent aux chancelleries pontificales. Une bulle d'or en particulier, c'est très prestigieux. Ça veut dire que les empereurs veulent solenniser ce moment avec un document particulièrement pour lequel on met des formes éclatantes. Oui, absolument. C'est Charles IV qui est empereur à cette époque-là de la maison du Luxembourg et qui effectivement met tout le faste nécessaire à la production même du document, qui est ensuite d'ailleurs envoyé en plusieurs exemplaires à l'ensemble des princes concernés. Encore aujourd'hui, il existe en très nombreux non, mais en quelques exemplaires qui ont été conservés dans les différentes cours directement impliquées. La liste des 7 électeurs que vous venez d'évoquer, donc on comprend bien, 3 ecclésiastiques, 4 qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a aussi, dès le départ, une volonté, disons, d'équilibrer géographiquement différents pôles de ce vaste espace presque impossible à définir avec certitude, parce qu'il y a tellement de droits, de vassaux, de terres rattachées par des liens dynastiques à la construction impériale, que voilà, il faut bien le dire, quand on voit une carte du Saint-Empire dans un manuel, c'est une carte qui est en partie fictive, parce qu'en fait, c'est pas une entité qui est pensée comme territoriale, elle est pensée comme dynastique, avec des rattachements dynastiques, mais malgré tout, elle est ancrée dans des territoires qui sont ce centre-est de l'Europe. Donc, est-ce que ces 4 électeurs que vous avez évoqués, donc Brandebourg, Bavière, Saxe, c'est pas latin Pas Bavière encore. Bavière le devient en fait au XVIIe siècle. Alors du coup, j'ai anticipé, mais en tout cas, est-ce qu'il y a cette idée qu'on équilibre géographiquement les pôles ? La géographie est sans doute pas ce qu'il y a de plus central, même si c'est un élément important. Ça reste un rapport de force, un état de la carte politique, en tous les cas du XIVe siècle. Donc ça veut dire que c'est des princes puissants. Ce sont des princes puissants, absolument. Le plus important, le plus intéressant peut-être étant celui qui n'y est pas, à savoir le duc d'Autriche, celui qui est encore à ce moment-là seulement duc d'Autriche. Il n'est pas cité, les Habsbourg, parce que ce sont les principaux rivaux de la maison du Luxembourg et qu'on fait bien attention de les tenir à l'écart. C'est du reste pour essayer de compenser cet affront que quelques années plus tard, les Habsbourg vont produire un faux qui justifie le titre d'archiduc, qui est vraiment une invention. C'est un faux qui a été créé de toutes pièces et qui vise à placer ces ducs devenus archiducs au-dessus de l'ensemble des ducs du Saint-Empire pour essayer de compenser la chose. Mais donc pendant très longtemps, les Habsbourg ne votent pas lors des élections, ils ne voteront que à partir du XVIe siècle et de manière régulière en tant que roi de Bohême. C'est parce qu'ils deviennent roi de Bohême à partir de 1526 de manière ininterrompue qu'ils ont accès à cette élection, mais pas en tant qu'archiduc d'Autriche. Élection, il faut bien imaginer, je suppose qu'on ne parle pas d'un humble bureau dans une école maternelle avec des petits rideaux en nylon, mais qu'il y a quelque chose de très fastueux, de très pensé du point de vue cérémonial qui l'accompagne. Alors là, je me situerai maintenant pour vous répondre dans l'époque moderne, mais effectivement, l'élection et le couronnement sont des moments de faste très importants dans lequel également le Saint-Empire se représente, se donne à voir dans une séquence rituelle et cérémonielle extrêmement importante. On présente aux yeux de l'Empire, mais en fait de l'Europe tout entière, l'importance, la prédominance de l'empereur, de ceux qui le nomment, l'élisent, les princes électeurs, et donc c'est effectivement une séquence extrêmement importante. Tout au long de l'époque moderne, sauf quelques exceptions, l'élection puis le couronnement aussi ont lieu donc à Francfort. Finalement, à partir du XVIe siècle, c'est aussi à Francfort qu'on va couronner l'empereur juste après son élection. Et effectivement, le faste est très présent. L'élection elle-même a lieu dans l'hôtel de ville de Francfort, qui prend, du fait de cette élection, le surnom, si on veut, de Römer, donc le romain. Aujourd'hui encore, l'hôtel de ville de la ville de Francfort s'appelle comme ça, en souvenir de ce glorieux passé. Et effectivement, c'est une séquence, encore une fois, rituelle très longue. Les princes électeurs font une entrée solennelle dans la ville, ils sont accueillis, ils se rendent tous les matins en procession au sein du Römer, et puis lors du couronnement en tant que tel, là aussi, il y a tout le monde politique du Saint-Empire et même aussi de l'Europe qui se réunit avec des étapes très importantes, notamment de l'acclamation dans la ville juste après le couronnement, qui donne lieu effectivement à des festivités qui sont ensuite retranscrites par écrit et qui circulent dans l'Europe entière.
est-ce qu'il faut que l'élection soit unanime? Autrement dit, est-ce qu'on sait à l'avance comment les gens vont voter? Et question qui est liée, est-ce qu'on vote dans un certain ordre avec une hiérarchie des dignités qui fait que les ecclésiastiques voteraient en premier, Oui, par absolument. exemple? Voilà. Oui, Alors, du coup, comment ça déroule? Donc, en gros, il n'y a pas de secret. On dit pour qui on vote et les ecclésiastiques donnent le ton. Comment ça se Non, passe? c'est plus compliqué que ça. Et c'est difficile de vous répondre de manière englobante. Il faudrait regarder Au cas par cas. Ouais. au cas par cas. Donc, c'est plus compliqué que ça. En ce qui concerne l'unanimité, peut-être, c'est un point très important parce qu'on crée a posteriori la fiction d'une unanimité. C'est-à-dire qu'on sait bien que ces élections ne sont pas unanimes, en tous les cas pas toutes, mais il faut après coup qu'elles apparaissent comme telles. Et donc, Oui, parce que comme c'est légitimant, ça ne peut pas être légitimant si ça a été bancal. Absolument. Et donc, une fois qu'une majorité est atteinte, on revote pour que l'unanimité puisse élire le nouvel empereur ou celui qui va le devenir juste après. L'ensemble de la manière dont on vote rappelle à chaque étape les hiérarchies internes du Saint-Empire. Donc oui, dans l'ordre de voter. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est que les princes électeurs, lorsqu'ils se réunissent pour élire, ne font pas qu'élire. C'est la dernière étape de la procédure. Ce qu'ils font pendant des semaines et des semaines avant l'élection, c'est surtout négocier un document absolument capital qu'on appelle justement la capitulation impériale et qui est une sorte de document là aussi à valeur constitutionnelle qui fixe pour le gouvernement, pour le règne à venir, le pouvoir de chacun, ses limites. Et c'est un document devant lequel le futur empereur, celui qui est sur le point d'être couronné, va devoir prêter serment. Et donc on vote article par article et dans chacun de ces votes-là, à chaque fois, c'est à nouveau cette hiérarchie qui se donne à voir. Avant de se focaliser sur le XVIIIe siècle et de prendre peut-être des cas emblématiques, des moments où soit ça a bien fonctionné, soit au contraire, le système a semblé atteindre ses limites, comment un tel système, avec 3 électeurs ecclésiastiques en particulier, donc au départ liés quand même au pape, à Rome, au catholicisme, comment ça a pu survivre à la guerre de 30 ans et au déchirement, à la dévastation guerrière confessionnelle du Saint-Empire entre 1618 et 1648. Bon, on sait que du point de vue géopolitique, les traités de Westphalie ont mis un terme à ça, mais du point de vue successoral, est-ce qu'il n'y avait pas les ingrédients pour casser le système avec certains des électeurs qui deviennent protestants? Voilà, donc comment ça a pu tenir? Alors, effectivement, c'est une sacrée crise, on peut le dire. Vous avez raison. Et vous faisiez référence avant à la Bavière. C'est précisément dans ce moment-là qu'on arrive à une adaptation nécessaire du fait de la crise. Lors de la première phase de la guerre de 30 ans, c'est donc Frédéric V, dit le roi d'un hiver, qui devient roi de Bohême pour quelques mois seulement, avant d'être renversé par la bataille de la Montagne Blanche en 1620. Or, pour punir l'affront commis par ce prince électeur, l'empereur choisit de mettre au ban de l'Empire Frédéric V et de lui retirer sa dignité électorale. C'est en 1623. Il la retire au comte palatin et il l'offre à son allié, à son fidèle allié, le duc de Bavière, Maximilien Ier. Ce geste-là, c'est un geste qui juridiquement n'est pas autorisé pour un empereur. C'est déjà une première, il n'y a pas eu de précédent, mais surtout c'est la Diète qui devrait, dans un cas comme celui-là, se prononcer. Et donc ce problème-là du transfert de la dignité électorale de l'un des princes cités par la Bulle d'Or vers le duc de Bavière reste un problème aigu politiquement et diplomatiquement pendant l'ensemble de la guerre. Et en 1648, le compromis qui est trouvé, c'est de créer une 8e dignité électorale. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas retirer au duc de Bavière devenir électeur ce qui lui a été confié depuis 25 ans, et l'empereur Habsbourg ne l'accepterait pas, mais on ne peut pas non plus retirer au comte palatin ce droit qui est inscrit dans ce qui est considéré comme une loi fondamentale de l'Empire, à savoir la Bulle d'Or. Et donc on crée une huitième dignité électorale, ce sera pour la Bavière en 1648. Cette décision-là porte en elle-même déjà un problème lorsqu'on raisonne dans la culture politique
du XVIIe siècle, ou de l'Ancien Régime de manière générale, c'est que les princes électeurs se retrouvent à 8. Et le nombre pair, par définition, est très problématique, parce qu'il peut arriver qu'on n'arrive pas à s'entendre et qu'on soit 4 contre 4, et que la situation soit bloquée. C'est ce qui se passe au Sénat des États-Unis, ils sont 100, et donc quand ils sont à 50-50, c'est le vice-président qui casse l'égalité, et donc s'il n'y a pas de système comme ça, on est effectivement gêné si on a un nombre pair. Voilà, ils auraient dû lire l'histoire du Saint-Empire au XVIIe siècle, ça les aurait peut-être aidés un peu. C'est pour ça que dès 1648, on sait que la question de la 9e dignité impériale va se poser. Il faut en créer une 9e. Des débats s'engagent très rapidement, c'est un problème politique, diplomatique évidemment, c'est un problème aussi constitutionnel, parce que qui décide ? Qui va décider de l'identité de ce 9e électeur ? Celui qui est finalement choisi, ce sera en 1692, vous voyez qu'on a pris son temps, c'est le duc de Brunswick-Lunebourg, donc qu'on appelle habituellement duc de Hanovre. Hanovre, c'est la ville de résidence, donc c'est impropre d'un point de vue politique, mais pour faciliter les choses, on l'appelle le duc de Hanovre. Et donc c'est lui qui obtient cette 9e dignité électorale. Est-ce que la crise de la guerre de 30 ans n'a pas donné lieu à des ambitions françaises, avec l'idée que finalement l'affaiblissement du Saint-Empire, on allait en profiter peut-être pour faire élire Louis XIV. Il y a quand même eu un peu des velléités en ce sens, et du coup ça ramène à ce que vous disiez au début. En théorie, la bulle d'or dit que tout prince de la chrétienté est éligible, donc est-ce qu'on pouvait imaginer que la couronne change de région et de tête ? Alors, au XVIIe siècle, ça paraît quand même très, très peu probable. Le cas le plus célèbre, c'est la candidature presque officielle de François Ier pour l'élection de Charles Quint en 1519, pour laquelle, là, pour le coup, les choses se sont jouées. Il y a eu une vraie campagne, quoi. Il y a eu une vraie campagne, il y a de l'argent qui a été qui est passé en dessous des tables, mais c'est Charles Quint qui a le plus donné. C'est pas la seule raison, mais effectivement, beaucoup d'argent a été dépensé et ça s'est pas joué à grand-chose. Au XVIIe siècle, ça se joue pas très directement comme ça, mais un des points quand même très importants pour Richelieu, puis pour Mazarin pendant les négociations des traités de Westphalie, c'est d'essayer de casser un élément en fait dont on n'a pas véritablement parlé, c'est que si le système impérial est bien électif, on l'a dit, de facto depuis le début du XVe siècle, depuis 1438, c'est systématiquement le candidat de la maison Habsbourg qui remporte l'élection. Et cette mainmise progressive des Habsbourg sur la dignité impériale fait qu'on arrive, en tous les cas pour ceux qui s'opposent à cette maison des Habsbourg, à une sorte de situation d'hérédité de fait. Et donc les Français ont la tentation, dans les années 1640, d'essayer de mettre en place, d'un point de vue là aussi constitutionnel, des règles qui empêcheraient que la dignité impériale tombe dans la même maison aristocratique plusieurs fois d'affilée. C'est quelque chose que la France va assez vite retirer, parce que même les alliés allemands de la monarchie française, notamment les princes électeurs qui s'étaient alliés les princes électeurs protestants, sont immédiatement hostiles à cette solution, qui en fait retire un élément essentiel de leur pouvoir en tant qu'électeurs, qui est celui précisément de choisir librement le futur empereur, c'est-à-dire le premier prince de la chrétienté. Toute la force, en tous les cas symbolique, de la position du prince électeur, les princes électeurs ne sont pas des souverains, ils ne sont pas souverains, ils sont des vassaux de l'empereur, mais ce qui fait leur force, c'est qu'ils sont ceux qui créent le premier prince de la chrétienté, librement. Et donc, très vite, la France se rend compte que c'est une position qui est très, très impopulaire. Et donc, finalement, c'est un élément qui est en fait mis en sourdine assez rapidement dans les négociations. Et ça veut dire que cette hérédité de fait, alors elle est plus compliquée dans la pratique, si je ne me trompe pas, parce que l'hérédité, ça suppose vraiment des successions père-fils, père-fils. Oui. Et là, il peut y avoir des frères, on peut aller piocher un autre membre de la famille en fonction des âges, des minorités, etc. Ça permet quand même d'éviter les phénomènes de régence et de minorité. Donc ça a un intérêt. Absolument. En fait, ce qui s'est développé à l'époque moderne, en fait, dès le Moyen-Âge, mais ce qui devient non pas la règle, mais une habitude, c'est de réaliser des élections dites du roi des Romains, du vivant de l'empereur. Alors, c'est une procédure qui n'est pas prévue par la bulle d'or, mais qui consiste précisément à organiser l'élection du roi des Romains, alors que l'empereur est encore vivant,
ce qui permet ensuite, à la mort de l'empereur, d'éviter l'incertitude inhérente au système électif, parce que l'élu est déjà là. Ouais, au passage, les premiers Capétiens faisaient ça avec des couronnements du vivant, des tout premiers, parce que la monarchie étant pas encore bien assise sur des bases notamment juridiques, il fallait pouvoir assurer la continuité biologique dans ce cas-là, mais finalement c'est un peu la même idée, et du coup ça fait que parfois il y a des frères qui succèdent, c'est pas strictement héréditaire. Alors oui, les frères qui succèdent, malgré tout, c'est en cas d'absence d'héritier mâle. Dans l'immense majorité des cas, je ne crois pas qu'il y ait de contre-exemple, sauf erreur de ma part. Mais effectivement, Joseph Ier, par exemple, qui meurt en 1711, c'est son frère cadet, Charles VI, qui va lui succéder. Mais qui, dans un système héréditaire, aurait été régent. Et là, du coup, ça veut quand même dire que c'est un système plus souple que la stricte primogéniture masculine, telle qu'on la connaît de l'autre côté du Rhin, en gros. Oui, absolument. Ça reste très souple. Ça permet effectivement d'éviter les interrègnes qui, eux, sont prévus par la bulle d'or. On sait très bien comment s'organise un interrègne. Mais l'habitude au XVIIe, XVIIIe siècle, quand vous avez un roi des Romains, c'est de l'élire, mais c'est aussi de le couronner immédiatement. Ça aussi, on n'est pas revenu dessus, mais en fait, le dernier empereur à avoir été couronné par le pape, c'est Charles Quint, en 1530 à Bologne. Après cela, l'ensemble des rois des Romains fraîchement élus ont été couronnés dans la foulée, la plupart du temps à Francfort, lieu même de l'élection, ce qui fait que la séquence entre l'élection et le couronnement sont très rapprochées, et c'est la plupart du temps, quasiment tout le temps à l'époque moderne, l'archichancelier d'Empire et archevêque de Mayence lui-même qui procède au couronnement. Et donc, effectivement, ce système fait que, en dépit du système électif, nous retrouvons une situation où l'on peut dire, sur le modèle français quasiment, dans ce genre de situation en tout cas, non pas le roi est mort, vive le roi, mais l'empereur est mort, vive l'empereur. Parce que le candidat a déjà été élu et couronné. Et donc, il n'y a plus de vacances du pouvoir, il n'y a plus d'interrègne, alors que certaines fois, il pouvait être très long. Voilà. Alors, il y a malgré tout des moments où tout ne va pas sur des roulettes pour les Habsbourg, et je pense à cette séquence qui a vu l'empereur Charles VII régner entre 1742 et 1745, qui n'est pas un Habsbourg, donc qui a brisé la ligne ininterrompue depuis le XVe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, absolument. C'est le seul contre-exemple, mais il est d'une certaine manière salutaire parce qu'il permet de rappeler que l'élection reste libre. Même après 300 ans, de victoire, si j'ose dire, ininterrompue pour la maison des Habsbourg, il y a ce contre-exemple de 1742 qui permet effectivement de rappeler que l'élection reste une élection libre. Le contexte de 1742, pour être très clair, c'est celui d'une guerre européenne déjà, c'est la guerre de succession d'Autriche, et c'est ça l'élément important. Charles VI meurt à la fin de l'année 1740, et il avait tenté de préparer la succession pour ces terres habsbourgeoises, c'est-à-dire pour l'archiduché d'Autriche et les royaumes de Bohême et de Hongrie. Il avait essayé de préparer cette succession pour sa fille aînée, Marie-Thérèse. Mais à sa mort, très rapidement, Frédéric II de Prusse, qui vient lui aussi d'accéder en cette même année 1740 sur le trône, entre en guerre contre la maison des Habsbourg, assez vite rejoint par les ennemis historiques des Habsbourg et notamment la France. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit élire malgré tout un nouvel empereur. On n'avait pas on n'avait pas de roi des Romains élu à cette époque-là. Et donc le candidat habsbourgeois naturel serait en fait l'époux de Marie-Thérèse, qui est François-Étienne de Lorraine. Donc ça veut dire qu'il est Habsbourg par alliance seulement. Habsbourg par alliance, exactement. Et la situation de guerre fait que les ennemis des Habsbourg vont pousser un autre candidat, donc la France très clairement, la Prusse aussi, et très vite on se met d'accord sur le duc et prince électeur de Bavière qui va être élu effectivement en 1742 sous le nom de Charles VII. Malheureusement pour lui, si j'ose dire, il meurt très vite, 3 ans après, en 1745, donc la parenthèse se referme très vite, et du point de vue habsbourgeois en tout cas, les choses rentrent dans l'ordre en 1745,
parce que cette fois-ci, le contexte guerrier n'est plus le même. Et c'est effectivement François-Étienne qui devient le nouvel empereur en tant que François Ier. Mais c'est un élément vraiment capital parce qu'il permet précisément de rappeler que jamais l'Empire n'est devenu effectivement une monarchie héréditaire. Quand bien même c'est un thème qui revient très fréquemment dans certains libelles anti-habsbourgeois ou dans certains traités qui sont publiés tout au long du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, cette peur de la monarchie héréditaire qui viendrait mettre fin à ce qu'on appelle les libertés germaniques, cette capacité des princes, des ducs, des comtes d'empire, etc., à rester non pas autonomes, mais en tous les cas à ne pas être sous la coupe d'une souveraineté. Ce contre-exemple reste un élément important de ce point de vue-là. Oui, je voulais vous demander d'ailleurs du point de vue de la théorie politique, des gens qui commandent ça en Europe et en particulier dans l'espace germanique, comment est-ce qu'on voit ce système ? On sait qu'au 19e, les historiens allemands de la fin du 19e détestaient le Saint-Empire parce que c'était absolument l'inverse des nations qu'ils voulaient construire, qui étaient fortes, centralisées, héréditaires, etc. Est-ce qu'il y a des justifications de ce système et du coup du caractère parfois imprévisible, complexe, chaotique, mais équilibré malgré tout qu'il présente ? Est-ce qu'il y a des gens qui en font la théorie positive ? Oui, absolument. C'est même la base de l'ensemble des productions juridiques de philosophie politique au XVIIe, au XVIIIe siècle en Allemagne. Un historien allemand célèbre qui s'appelle Aretin a même parlé à ce propos de Reichspatriotismus, un patriotisme d'empire, qui serait en fait un patriotisme, alors parfois dans l'histoire attaché à la figure de l'empereur, mais la plupart du temps un patriotisme attaché à la constitution impériale elle-même. C'est-à-dire cette constitution qui permet, alors constitution, il n'y a pas de constitution, mais un ensemble de textes de loi à valeur constitutionnelle, de lois fondamentales, qui permettent précisément de maintenir une certaine autonomie de l'ensemble de ce qu'on appelle ces États territoriaux, ces ducs, ces villes d'empire, ces margraves, ces comtes, etc., sous la coupe d'un empereur qui garde un pouvoir important, mais qui n'est pas souverain. La clé, d'une certaine manière, dans le Saint-Empire, c'est qu'il n'y a pas de souverain. La souveraineté est éclatée et elle est toujours mise en équilibre. Et donc, un des thèmes les plus importants au XVIIIe siècle, d'ailleurs même au XVIIe siècle, c'est d'opposer la tyrannie française, la tyrannie du système de la monarchie absolue Louis XIVienne, disons, pour schématiser les choses, à ces libertés germaniques permises par un ensemble de lois effectivement extrêmement mesurées qui permet effectivement à chacun de garder une autonomie importante dans son territoire. Ouais, les libertés germaniques, c'était pas trop le truc de Bismarck ou des nazis par la suite, ils s'en sont un peu éloignés. Ces élections impériales, est-ce qu'un marchand de Brême ou un journalier du pays de Bade en savait quelque chose ? Est-ce qu'il y avait une communication politique qui descendait jusqu'aux masses et jusqu'aux couches populaires ? Oui, alors, avec toutes les limites à chaque fois pour un moderniste de savoir ce que pensent effectivement les couches populaires dans des villes d'empire au XVIIe, XVIIIe siècle, mais sans aucun doute, les élections impériales et les couronnements sont à toutes les époques, de manière différente, mais sont à toutes les époques des événements médiatiques extrêmement importants. On en parle dans les gazettes, on en parle dans les mercures, on publie des gravures, on produit des récits de ce qui s'est passé lors des élections. Et puis j'imagine qu'il y a des déplacements aussi pour se rendre à Francfort, partout sur le chemin, sur le trajet des différents électeurs. Il va y avoir des réjouissances, des entrées, des annonces, des crières publiques. Enfin voilà, il y a tout ce qui accompagne la communication politique de l'époque. Absolument. Vous avez tout ce répertoire-là. Francfort devient aussi pour quelques semaines, quelques mois, un centre politique presque européen. Hein. On voit très bien dans les élections, alors notamment celle de 1742, celle de 1745, on voit que l'ensemble des princes d'Europe envoient un représentant, un ministre, pour s'informer, pour représenter son prince, bien évidemment aussi. Mais l'ensemble des princes du Saint-Empire, encore une fois, il y a environ 300 entités dans le Saint-Empire pour, à cette époque-là, 9 électeurs. Donc l'immense majorité de ces princes ne sont pas des électeurs, donc n'ont pas à voter, mais tout le monde est représenté d'une manière ou d'une autre, envoie un ministre, se déplace
souvent soi-même, c'est un moment où il faut être présent d'une manière ou d'une autre. Francfort devient le centre politique, le cœur politique de l'Empire sans aucun doute, et sans doute de l'Europe pour quelques semaines, quelques mois à l'occasion de ces élections et de ces couronnements. Dernière question peut-être, on sait qu'il y a eu des impératrices de Russie, qu'il y a eu des reines d'Angleterre, il n'y a pas eu de sainte impératrice romaine germanique. Est-ce que c'est une question qui a été tranchée? Est-ce que c'est une question même qui s'est jamais posée? Non, c'est une question qui n'est pas posée parce qu'on est, lorsqu'on est empereur, à la tête d'un pouvoir temporel et spirituel. Et donc, on est d'une certaine manière ordonné empereur, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est mis à la tête de l'Église d'Empire. Et donc, de ce point de vue-là, il ne peut y avoir d'impératrice si ce n'est en tant qu'épouse de l'empereur. Ce que l'historiographie récente a toutefois montré, dans une perspective de gender studies, c'est précisément le rôle extrêmement important des impératrices, ou de certaines d'entre elles en tout cas, bien au-delà de ce simple rôle d'épouse de l'empereur. L'impératrice, très souvent, agit diplomatiquement par ses lettres, par ses correspondances. Elle vient elle-même d'une famille, la plupart du temps, de l'un des princes électeurs, très souvent la Bavière, par exemple, mais il y a d'autres cas. Donc, on amène un réseau, on amène des contacts, on agit par les lettres, et ça, l'historiographie récente l'a montré. Oui, j'ai dit pas d'impératrice, mais évidemment pas au sens d'impératrice qui voilà. Règne. Il y a des impératrices Exactement. En titre qui sont associées ou filles d'empereurs ou épouses d'empereurs. Tout ça prend fin en 1806. Pour les personnes qui ne le savent pas, peut-être rappelons malgré tout que c'est un autre empereur qui met fin à l'Empire. Absolument. Oui, même si c'est un peu plus indirect. Mais bon, c'est un peu plus indirect, mais c'est effectivement Napoléon qui met fin à l'Empire. Il ne peut pas y avoir deux empereurs. C'est effectivement extrêmement important de le souligner. À ce sujet, il y a un vrai débat historiographique actuel, effectivement, qui a mis fin à l'Empire d'une certaine manière. Est-ce que ce sont ces crises internes qui font que cette coquille était en fait déjà morte en son intérieur du fait des oppositions structurelles entre la Prusse, les Habsbourg tout au long de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et d'une certaine manière, Napoléon n'a plus qu'à donner la petite estocade finale, ou est-ce que vraiment l'Empire était très vivace, et c'est vraiment tout ce moment révolutionnaire, puis révolutionnaire au sens de la Révolution française, puis le moment napoléonien qui a mis fin à un empire qui peut-être aurait duré encore longtemps. C'est un vrai débat historiographique actuel. Merci beaucoup Sébastien Chic. Qu'est-ce qu'on peut lire si on veut aller plus loin sur ces thèmes à travers soit un personnage impérial ou plus largement des approches du Saint-Empire? Alors, je vous conseillerais deux ouvrages. Un ouvrage qui est vraiment un manuel de référence pour le public français, qui est le manuel rédigé par Christine Lebeau et Claire Gantet, qui s'appelle « Le Saint-Empire », paru chez Armand Collin, qui est vraiment un manuel de référence en français, pour avoir accès à tout le fonctionnement de cette culture politique impériale, de ces rituels, de ces cérémonies par lesquelles l'Empire est construit. Je vous conseille l'ouvrage de Barbara Stolberg-Rillinger qui a été traduit en français par Christophe Duhamel et qui s'appelle Les vieux habits de l'empereur et qui est un ouvrage passionnant. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de succession. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Succession. Rendez-vous sur le site de Parole d'Histoire pour tous les détails et les autres émissions. Et à la semaine prochaine.